La justice algérienne a finalement débouté Saïd Djebelkir de son recours juridique suite à sa condamnation d'avril 2021. L'islamologue, condamné pour offense aux préceptes de l'islam à 3 ans de prison assorti d'une amende, n'a pas pu obtenir un examen de constitutionnalité de la loi par laquelle il a été condamné. Alors, comment comprendre et interpréter ce recours ? Est-ce que c'est une occasion manquée pour la promotion de la liberté d'expression en Algérie ? Notre invitée ce soir saura certainement nous éclairer, Razika Adnani, philosophe et islamologue franco-algérienne. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir Razika Adnani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes donc philosophe et islamologue franco-algérienne et aussi notamment membre du Conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Alors, pour introduire cette affaire, ce monsieur Saïd Djebelkir a été condamné. Il a été condamné sur la base d'une loi, un article célèbre même en Algérie, l'article 144 bis 2 du code pénal algérien. Alors, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, peut-être sur cet article ou sur cette affaire, aux auditeurs ? Oui, merci. L'article 144 bis 2 du code pénal algérien qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 50 à 200 000 dinars. Il a été promulgué en juin 2001. À l'époque, il était en contradiction avec la constitution algérienne qui stipulait le respect des droits de l'homme et garantissait également la liberté de conscience. Cependant, cette contradiction s'est progressivement atténuée car dans la constitution algérienne de 2016, la constitution algérienne de 2016 a ajouté l'article 50 qui limitait la liberté d'expression et en 2020, c'est la liberté de conscience qui a été carrément supprimée de la constitution algérienne, ainsi que les droits de l'homme, cette expression qui a été remplacée par les droits fondamentaux. Et nous savons que les droits fondamentaux ne signifient pas obligatoirement les droits de l'homme. Donc, selon cet article que le législateur a mis en place, on voit que le législateur sort de son rôle en tant que législateur. Le législateur, son rôle n'est pas de s'occuper des sentiments des prophètes ou des convictions religieuses ou non de religieuses des personnes, mais de légiférer pour le bien-être des personnes et de la société. Or là, le législateur est sorti de ce rôle, d'une part, et d'autre part, le législateur a créé un problème, je dirais, pour le juge lui-même, car pour mettre en pratique cette loi, le juge se retrouve dans une situation difficile, car comment peut-il procéder pour prouver que le prophète a été offensé par des actes ou des paroles de la personne qu'il doit juger. Étant donné qu'offenser une personne, c'est provoquer une douleur qui est un sentiment. Or, le sentiment, c'est une caractéristique des êtres vivants. Et le prophète est mort il y a des siècles, ainsi que les autres prophètes également. Ce sont donc ceux qui disent que le prophète a été offensé, qui sont réellement offensés en voyant leurs convictions ou leur façon de concevoir la religion remise en question. C'est ça. Alors justement, on va revenir là sur cette critique que vous faites de l'évolution constitutionnelle algérienne. Je suis vraiment content que vous ayez commencé à en parler. Juste sur la décision de ne pas transmettre, de finalement de ne pas vouloir vérifier que cette loi, là, cet article 144 soit conforme à la Constitution. Vous, votre sentiment, vous êtes surprise ou pas que la Cour n'ait pas accepté de transmettre cette demande d'examen comme ça existe en France? Ou est-ce que vous êtes surprise ou pas? Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel algérien aurait pu censurer cette loi et dire oui, cette loi elle est contraire à la Constitution algérienne? Pour moi, ce n'était pas une surprise, car si l'article 144 bis 2 du Code pénal n'était pas conforme à la Constitution en 2001, lorsque la loi a été promulguée, la Constitution de 2016, ensuite celle de 2020, quand je viens de le dire,
ont offert au législateur le cadre légal qui lui permet d'appliquer cet article. Donc, je ne suis pas juriste pour vous dire sur quel fondement juridique les avocats ont formulé cette demande, mais me concernant, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel aurait censuré cette loi, vu que la Constitution ne garantit plus, depuis 2020, décembre 2020, la Constitution algérienne ne garantit plus la liberté de conscience et la liberté d'expression est limitée par le respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation depuis 2016. Donc, je n'ai pas été surprise par la position par le résultat que cela a donné. Donc pour vous, en fait, sur les 20 dernières années en Algérie, il y a eu une vraie évolution négative de la constitution algérienne qui protège moins bien en fait la liberté d'expression, particulièrement en matière religieuse. C'est ça le constat que vous faites. En effet, je pense que les Algériens ont perdu beaucoup en matière de droit depuis 2016. D'accord. Et lorsque j'ai découvert en février 2021 la suppression de la liberté de conscience dans la Constitution en décembre 2020, ainsi que l'expression les droits de l'homme qui a été remplacée par l'expression les droits fondamentaux, évidemment, alors que je précise que la Constitution algérienne depuis 1989 affirmait que les droits de l'homme étaient, la Constitution algérienne, je lis exactement l'article, elle précise que ces droits de l'homme sont un patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes et qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour donc les conserver dans leur intégrité et ces droits sont inviolables. Or, à partir on a vu comment ces droits ont été remplacés par une autre expression qui est vague et non précise, qui est celle des droits fondamentaux. Évidemment, cela m'a beaucoup choquée et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un article que j'ai intitulé La Constitution algérienne, les islamistes ont-ils gagné? Et cela m'a choqué davantage car cette suppression de la liberté de conscience et de cette expression des droits de l'homme qui a été remplacée par les droits fondamentaux, cette suppression s'est faite au fait dans un silence absolu. Ni la presse ni les juristes n'ont dit un mot sur le sujet. Tous se sont focalisés sur la fonction présidentielle au moment de la révision de cette constitution. Et ce que je dis, moi, c'est que on constate, c'est que la constitution algérienne, depuis 1963, elle n'arrive pas réellement à se réaliser en tant que constitution. Et la cause, c'est l'article 2 de la Constitution qui précise que l'islam est la religion de l'État. Et cette référence à l'islam elle représente le premier obstacle contre lequel se sont heurtés non seulement les constitutions algériennes, mais les constitutions de tous les pays musulmans, hormis peut-être la Turquie et l'Albanie. Car si je prends l'exemple du Maroc, il faut savoir que le Maroc atteste dans le préambule de sa constitution que le royaume marocain est un État musulman et que le roi est commandeur des croyants. La Tunisie, elle aussi, précise dans le préambule de sa constitution qu'elle demeure fidèle aux enseignements de l'islam. Et j'ajoute encore que l'Algérie est le seul pays des 3 pays du Maghreb que je viens de citer à avoir reconnu la liberté de conscience et en l'égalité entre Algériens et Algériennes jusqu'à donc décembre 2020. Et comment vous expliquez ce glissement récent qu'est-ce qui se passe en Algérie, j'ai envie de dire, dans la vie politique pour qu'il y ait eu ce changement et qu'il soit finalement passé de manière assez sans que les gens les remarquaient? Je pense que les fondamentalistes et les conservateurs dans tous les pays musulmans profitent de tous les mouvements populaires pour mettre un peu plus de conservatisme dans les lois et dans les textes juridiques. Ce n'est pas le cas de l'Algérie seulement, mais l'Algérie, on le voit d'une manière très accentuée avec cette révision de la Constitution de 2020.
car la Tunisie, par exemple, qui a reconnu la liberté de conscience en 2014 dans l'article 6, mais dans le même article 6, elle précise que l'État protège la religion. Donc, en quelque sorte, elle a reconnu la liberté de conscience, mais sans la reconnaître en même temps. Donc, ces pays sont toujours confrontés à un courant conservateur qui veut que l'État protège la religion, et alors que le rôle de l'État est de protéger les droits des individus et des citoyens et non pas de protéger Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'État pour le protéger. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez comme solution à brève échéance pour l'Algérie, et est-ce que j'allais dire cette affaire Saïd Djebelkir, est-ce elle reste exceptionnelle ou elle est symptomatique, et il y a en fait beaucoup d'autres gens qui sont dans la même situation que lui, d'autres gens qui s'autocensurent? Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de personnes condamnées, et s'il y a vraiment, est-ce que ça peut devenir un enjeu sur lequel les Algériens pourraient se mobiliser? Saïd Djebelkir n'est pas le seul dans cette situation, évidemment. Et je pense que pour que ça change, il faut qu'il y ait une évolution dans l'esprit du législateur lui-même, avant tout. Car c'est lui qui légifère. Si vous permettez, je peux vous lire juste un petit passage d'un de mes ouvrages. Donc, je voulais vous lire juste ce passage dans lequel je dis: la loi reflète la morale et l'âme du législateur qui la conçoit. Quand le législateur est incapable de s'élever au-dessus des intérêts particuliers et de sa vision restreinte du monde, il est incapable d'être juste et de concevoir des lois justes. Pour y arriver, il faut peut-être une réforme du droit, mais surtout et avant tout une réforme de l'esprit et des valeurs du législateur lui-même. Donc, je ferme donc la parenthèse de cette citation, et c'est exactement la même chose pour la religion qui se mêle de la politique et du droit, pour que l'Algérie, mais tous les pays musulmans sortent de cette situation, pour que la Constitution puisse réellement se réaliser, car le rôle de la Constitution est de protéger les libertés des individus. Il faut que le législateur arrive à comprendre que son rôle n'est pas de protéger Dieu, mais les citoyens. Qu'il soit convaincu aussi que la liberté d'expression est un droit pour tous les citoyens, qui fait partie du respect de la dignité humaine. Donc il faut une évolution morale, une évolution politique, et pour le moment, je pense que on assiste plutôt à une régression dans ce domaine. J'avais une dernière question pour connaître l'influence peut-être de la pensée des droits de l'homme européenne, occidentale sur l'Algérie, savoir si ça, d'après vous, a une influence. Il faut savoir que pour cette affaire Saïd Djebelkir, un expert de l'ONU avait alerté le gouvernement algérien pour se préoccuper de l'atteinte à la liberté d'expression, et le gouvernement algérien s'était défendu de manière assez habile en citant la Cour européenne des droits de l'homme, en revenant sur une affaire d'une personne qui avait été condamnée pour outrage aussi au prophète. Et finalement, la Cour européenne des droits de l'homme avait validé une condamnation d'une conférencière en Autriche qui avait porté atteinte au prophète, qui aussi avait atteint aux sentiments des musulmans. Et donc le gouvernement algérien s'était défendu, enfin le représentant algérien auprès de l'ONU s'était défendu donc d'avoir condamné Saïd Djebelkir, puisque finalement en fait il obéit aux standards de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous diriez, là, il nous reste une minute, qu'il y a une influence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'Algérie, ou cette espèce de mouvement de droit qui considère qu'on peut condamner comme ça les gens qui portent atteinte à la réputation et aux sentiments du prophète? Je pense que la politique qui est menée aujourd'hui en France et en Europe a une influence importante et considérable sur ce qui se passe et se passera dans les pays du sud de la Méditerranée, de la rive sud de la Méditerranée. Personnellement, je ne cesse de répéter qu'il faut une réforme de l'islam. Par exemple, pour que les choses puissent changer
dans les pays musulmans. Mais si en France ou en Allemagne ou dans les autres pays musulmans, européens, on fait des concessions aux islamistes et aux fondamentalistes, eh bien cela ne va pas aider pour que ces pays puissent aller vers cette réforme de l'islam qui nécessite en même temps une réforme de la politique, car il faut réformer l'islam. Et parmi cette réforme, ou un des éléments importants de cette réforme est de le séparer de la politique pour qu'il soit une religion et non une politique. Et en même temps, il faut que la politique aussi se réforme afin qu'elle soit une politique qui s'intéresse et qui s'occupe des droits et des libertés et des droits des individus et non des droits de Dieu et des prophètes. Dans ce cas, il faut une réforme de la politique. Mais si dans les pays occidentaux, les choses se font, comme je viens de le dire, s'ils font des concessions aux fondamentalistes, évidemment, cela va entraver cette réforme de la religion et cette réforme de la politique.